Alors, je vous propose dans cette première partie donc de réfléchir au rapport d'opposition de l'homme à la nature, rapport d'opposition qui n'a rien de fortuit. C'est-à-dire, je vais défendre en fait dans cette partie l'idée que l'opposition de l'homme à la nature est une nécessité. C'est une nécessité aussi bien pratique que spirituelle, hein, et pas tellement. Donc voilà, l'homme s'oppose à la nature. Alors, dans un premier temps, je commencerai par faire remarquer que l'homme s'oppose à la nature déjà en lui-même, à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que finalement, l'homme est le seul animal qui soit capable de transformer son apparence physique, de modifier son physique, et ne serait-ce qu'en se vêtant, hein, ne serait-ce qu'en s'habillant, parce que voilà, les hommes ne sont pas pourvus des défenses naturelles contre les injures du climat, comme on disait naguère. C'est un besoin pratique, bien sûr. De même que se construire un abri, de même que se construire toutes sortes d'armes, etc., dont les hommes ne sont pas naturellement équipés. C'est ce qu'on verra dans le petit 2. J'ajouterais que c'est un besoin également spirituel. Alors, pour le prouver, je ferai ici appel à des réflexions assez simples sur la station verticale. C'est Hegel, par exemple, qui fait remarquer que la station verticale n'est pas quelque chose de naturel. D'ailleurs, à titre de preuve, quand on a retrouvé parfois des hommes sauvages, entre guillemets, vous savez, comme le célèbre Victor de l'Aveyron, qui ne fut pas un cas isolé, il y a eu quelques autres, enfin fort peu, mais quelques cas voilà, parfois par le passé d'hommes qu'on a retrouvés errant dans les forêts éloignés de toute civilisation depuis des années. Il s'avère que on les a tous retrouvés marchant à la station verticale, donc la marche bipède est en fait un fait de culture. On ne peut pas marcher sur ses deux jambes si on n'a pas été élevé au milieu des humains. Si on abandonne un homme à son triste sort, à lui-même, sans la compagnie de ses semblables, eh bien il ne marche est un fait de volonté et non pas un fait naturel. L'homme se tient debout parce qu'il désire se tenir debout, parce qu'il a la volonté, et il fait remarquer d'ailleurs qu'on dit très justement que d'un homme libre, d'un homme plein de volonté, on dit qu'il se tient sur ses deux jambes. Hein, une expression allemande qui dit bien effectivement le lien avec la volonté. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme a besoin de s'opposer à la nature. Il a besoin de s'opposer à la nature d'un point de vue pratique, mais également d'un point de vue spirituel. Et c'est de cette façon que Hegel analyse en fait de façon générique toutes les activités techniques à l'égard de la nature. C'est-à-dire que déjà arracher une baguette de noisetier pour en faire une canne, un bâton, un arc, ce que vous voulez, c'est déjà en fait s'opposer à la nature, nier la nature. Et l'homme a besoin en fait d'éprouver sa liberté en s'opposant ainsi à ce qui est donné. Hein. Et l'homme ressent le besoin spirituel, le besoin psychique même, de redéfinir par lui-même, par sa volonté, par sa liberté, l'essence des choses. C'est ce que fait en fait le promeneur qui arrache une baguette de noisetier pour en faire un bâton. Hein, il redéfinit la fonction et l'essence de cette chose. L'essence de cet objet est initialement donnée par la nature, mais par l'action technique, l'homme redéfinit totalement l'essence de cet objet. Hein, il lui assigne une finalité totalement nouvelle. Hein, voilà. Et de façon générale, on pourrait faire remarquer que les hommes donc ont cette tendance à transformer leur corps qui correspond donc à un besoin spirituel. Alors ici, un passage étonnant, Kant et le tatouage maori. Oui, il y a une page très belle de Kant dans la critique de la faculté de juger, je crois, où Kant fait remarquer que les tatouages dont les Maoris s'ornent le corps ne sont pas des preuves de leur barbarie, mais au contraire de leur humanité. Un témoignage étonnant dans une époque où, bon, on pouvait quand même souvent trouver des pages horrifiées sur les mœurs des sauvages, etc. Oui, j'ajoute en plus que les Maoris dont parle Kant hein, sont cannibales, hein, je pense jusqu'à une date. Enfin, je sais pas. Enfin, le haka, par exemple, c'est pas juste un truc fun pour impressionner l'adversaire sur un terrain de rugby. C'est quand même une danse en fait de peuple qui était cannibale à l'origine. C'est-à-dire que
les Maoris se limaient les dents pour avoir l'air plus effrayant, puis aussi parce que c'est plus commode en fait pour manger la viande humaine, hein. Et donc voilà, c'est sûr que les Européens étaient un peu horrifiés de découvrir ces peuples. Euh, et notamment donc la tradition qui voulait que les guerriers se tatouent intégralement le corps. Et Kant fait remarquer qu'effectivement on pourrait être horrifié un peu de cet usage si on ne se rendait pas compte que finalement les hommes ont toujours besoin, écrit Kant, de transformer leur corps et que finalement tous les peuples en font ainsi, c'est-à-dire que c'est la même chose, quelqu'un qui se perce une oreille pour voilà, afficher enfin pour un bijou, c'est la même chose finalement le fait de se coiffer, l'usage de se couper les cheveux, de se couper les ongles, enfin vous voyez, les hommes ont besoin de transformer leur corps, d'agir sur leur corps, c'est-à-dire de prendre possession de leur corps par ce recul technique, hein, par cette action technique. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Je veux dire, quelqu'un qui aujourd'hui va dans une salle de sport parce qu'il se trouve un peu freluquet et qu'il a envie euh, d'avoir belle allure en développant sa musculature, c'est exactement la même chose que, je sais pas moi, une tribu que certains jugeront primitive, dans laquelle les hommes ou les femmes s'insèrent, vous savez, des plateaux dans les lèvres ou dans les oreilles. C'est la même chose, transformer son corps, agir sur son corps, hein. D'ailleurs, à cet égard, je ferai remarquer que l'anthropologie nous a appris qu'il n'y a aucun peuple qui vive nu, hein. C'était le sentiment, pourtant, qu'avaient eu les premiers Européens arrivant, par exemple, dans les Caraïbes. Christophe Colomb, en 1492, il est frappé d'une chose avant tout, c'est que ses interlocuteurs sont nus. Les Indiens Caraïbes qu'il découvre sont nus, hein. Avant l'anthropophagie, avant tout ça, la première chose qui le choque, c'est ça, c'est la nudité. Et en réalité, les ethnologues nous ont appris que ça n'existe pas. Enfin, il n'y a aucun peuple qui vive nu. C'est-à-dire que même les Indiens Caraïbes, alors, remarquez, c'est facile à dire, ils ont tous disparu, mais les Indiens, disons, d'Amazonie, qui existent encore, ne sont jamais nus, c'est-à-dire qu'ils possèdent toujours une forme de parure, un pagne, une coiffure, quelque chose qui les distingue, enfin, qui marque une action humaine sur le corps, hein. Ainsi, même, ne serait-ce qu'une coiffure dans les cheveux, un colifichet autour du cou bien accroché à une oreille constituent une forme de parure et donc ne sont pas assimilables à la nudité, hein. Voilà. Alors, deuxième point, le deuxième point est également très important et très connu, c'est le fait que l'homme a besoin de s'opposer à la nature, en lui bien sûr, mais enfin également hors de lui. Alors ici, bon, il est impossible de passer outre au mythe de Protagoras. Alors, il y a quelque chose ici qui est extrêmement célèbre, extrêmement connu, hein, qu'il faut absolument connaître. Le mythe de Protagoras, alors, c'est un récit que nous rapporte Platon dans le dialogue qui s'appelle Protagoras, et dans lequel Socrate discute avec donc le célèbre sophiste grec Protagoras. Alors le sujet du dialogue n'a rien à voir avec la technique initialement, hein, mais il s'agit de discourir sur l'origine de la justice. Bon, et au cours du dialogue, Protagoras se propose donc de retracer quant à lui sa thèse sur l'origine de la justice, et donc il demande à Socrate, ne veux-tu pas que je t'explique un peu les débuts de l'humanité, comment les hommes ont été produits, etc. Enfin, alors Socrate dit, si, bien sûr, raconte-moi. Alors Protagoras, voilà, va prononcer un mythe, en fait, un récit, hein. Alors, s'agit-il bien d'une création de Protagoras, puisque c'est par la plume de Platon qu'on connaît ce fameux mythe. Probablement, très probablement, parce qu'à l'époque où écrit Platon, Protagoras demeure encore dans les mémoires. Donc, Platon ne peut pas prêter à Protagoras des opinions qui lui soient totalement étrangères. Même si on n'a pas de preuve directe que ce mythe de Protagoras reflète bien la pensée de Protagoras. Bon, toujours est-il que dans ce mythe, Protagoras nous raconte une histoire empruntée donc aux croyances communes des Grecs, hein, qui conduit donc à la naissance de la justice, mais aussi à la naissance de la technique. Alors voilà le mythe en question. Au début, nous dit Protagoras, les hommes
n'existaient pas, ni les animaux, il y avait simplement les dieux et les titans. Et comme vous savez, les dieux et les titans se sont livrés une guerre, et comme dans la société grecque, les vaincus deviennent les esclaves des vainqueurs, donc les titans travaillent en fait pour les dieux, et comme les dieux s'ennuient, eh bien ils ont besoin de spectacles. Vous savez, c'est comme ce qu'on avait dit avec Feuerbach, quoi. Les dieux ont toujours à peu près la même vie que les hommes dans une société donnée, donc bah voilà, les Grecs aiment les spectacles, ils aiment observer les grandes comédies ou des grandes tragédies. Eh bien, les dieux, c'est pareil, ils ont besoin de voir des tragédies, c'est-à-dire les hommes qui se livrent la guerre, ou des comédies, c'est-à-dire des hommes qui se livrent la guerre. Et donc, ils demandent aux deux frères, Prométhée et Épiméthée, les deux frères titans, de leur fournir ce beau spectacle, donc de créer, de fabriquer des humains et des animaux pour leur donner ce joli spectacle. Alors c'est Épiméthée qui s'y met. Épiméthée, c'est le frère cadet. Épiméthée signifie en grec l'imprévoyant. Tandis que Prométhée, c'est le prévoyant, c'est le sens de ces mots. Donc alors c'est Épiméthée qui veut absolument s'occuper de la fabrication des hommes et des animaux. Elle commence par façonner des figures en fait dans l'argile auxquelles il donne diverses propriétés, des armes, etc. Donc il commence par les animaux en laissant les hommes pour la fin, car précise le mythe. Épiméthée voulait laisser le meilleur pour la fin. Bon, donc il commence par produire voilà, des animaux qui sont équipés de toutes sortes d'armes naturelles, de protection naturelle, des dents, des crocs, des griffes, des écailles, des fourrures, etc., pour se prémunir les uns contre les autres, et contre également les climats. Et puis quand vient le tour des hommes, eh bien la catastrophe, Épiméthée a à dépenser plutôt toutes les armes naturelles qu'il possédait dans sa caisse à création, et donc il n'a plus rien à donner aux hommes. Et c'est ainsi que il va trouver son frère en lui demandant: Prométhée, peux-tu faire quelque chose pour sauver mon ouvrage, parce que là c'est plus rien pour. Et alors Prométhée, vous connaissez sans doute la suite, s'introduit dans l'Olympe discrètement, dont aux hommes, et le moment venu, lorsque les dieux viennent aux donner la vie au projet de Titan, eh bien les hommes peuvent survivre. Ils sont suffisamment équipés grâce à la technique et grâce au feu pour pouvoir affronter les bêtes et affronter les climats. Alors, alors c'est ainsi donc, nous dit Protagoras, c'est ainsi que les hommes effectivement sont nus, les hommes sont dénudés, les hommes n'ont pas d'armes naturelles, n'ont pas de vêtements naturels, de protection naturelle contre les éléments de la nature, contre les éléments extérieurs. Mais grâce à la technique, nous pouvons nous en tirer. La technique est un artifice, par définition, une béquille, sans laquelle la vie humaine n'est pas envisageable. Bon. Et alors c'est pas exactement la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Prométhée est évidemment pris par les dieux. Alors les dieux laissent le bénéfice de ce vol aux hommes, mais par contre son auteur sera puni, c'est-à-dire que Prométhée sera châtié très sévèrement, comme vous savez peut-être. Prométhée est enchaîné au Caucase, et tous les jours un aigle vient s'abattre sur lui et dévorer son foie. Bon. Alors, cette présentation de la technique est très intéressante. Alors souvent, on prête la thèse protagoréenne à Platon, ce qui est une erreur, une erreur complète. C'est une thèse qui est intéressante, mais c'est pas du tout il serait faux de dire que c'est la thèse de Platon. En tout cas, le mérite de cette thèse, c'est de présenter la technique à la fois comme un vol et comme un don. Alors, on pourrait commencer par l'aspect don, si vous voulez. Je veux dire par là que la technique, effectivement, est une nécessité pour survivre face à la nature, évidemment, mais
et pour nous vêtir, puisque nous sommes nativement nus, effectivement, hein, nativement nus, mais nous ne pouvons pas survivre nus. Nous avons besoin des artifices de la technique, hein, pour affronter le milieu extérieur, pour affronter voilà toutes les circonstances, etc. Un don absolument indispensable, effectivement, c'est ce qui sauve les humains. Là-dessus, évidemment, Protagoras a parfaitement raison. La dimension du don souligne également le caractère de prodige de la technique. Et les Grecs y étaient d'ailleurs particulièrement sensibles au point que les techniques étaient en fait vues. Et les Grecs étaient très admiratifs en fait des techniques, ce qui peut paraître paradoxal pour un peuple qui méprisait le travail humain. Pourquoi s'intéresser alors peut-être pas aux machines, mais disons aux techniques, quand on méprise à ce point le travail humain? En fait, il y a une relation de causalité entre les deux, c'est-à-dire que le travail humain, pour les Grecs, représente la force brute et la technique représente plutôt le génie, hein. Donc le travail était réservé aux esclaves, mais la technique pouvait être l'objet d'une admiration des hommes libres. Bon. Une admiration légitime des hommes libres. C'est ainsi que, par exemple, il n'y a évidemment chez les Grecs pas de dieu du travail, mais il y a un dieu de la technique. Vous voyez la nuance, hein. Le travail est réservé en fait aux titans, aux vaincus, aux esclaves, aux inférieurs, et en revanche, la technique est le fait voilà, du génie d'Héphaïstos, hein. Et donc, par exemple, si vous lisez l'Iliade, il y a des pages et des pages entières pour décrire le bouclier d'Achille, le fameux bouclier d'Achille, qui est un don d'Héphaïstos, hein, avec une admiration pour la technique du travail du bronze, qui est voilà. Qui est vraiment très frappante. Homère d'ailleurs mentionne absolument tous les objets en bronze qui peuvent se trouver à la guerre, les armes, etc., etc. Euh, un prodige aussi, j'en avais peut-être déjà parlé en cours, dans les temples grecs, il arrivait que l'on trouve en fait des machines, en fait, hein, ni plus ni moins, j'en parle plus loin dans le grand 2, des machines qui étaient considérées donc comme des prodiges dignes de figurer, en fait, non pas dans les ateliers de fabrication, pour soulager la peine des esclaves, puisqu'il y a des esclaves, pourquoi soulager leur peine? Ils sont là pour ça. Mais par contre, on trouvait dans les temples des machines comme en fait finalement alors, je vais pas dire un ancêtre, mais quelque chose qui ressemble un peu à la machine à vapeur, l'éolipile. Regardez dans le grand 2, j'en parle un peu plus loin, l'éolipile, qui était considéré comme une merveille divine digne d'être dans un temple, hein, et non pas d'être utilisé pour soulager la peine des hommes, la peine des esclaves. Voilà. Mais c'est en même temps vol, et cette dimension de vol, bon, c'est évidemment ce qui vaut à Prométhée sa punition, et c'est ce qui a donné aussi, en fait, toute une suite de concepts, hein, pour désigner un peu le caractère tragique de la technique. Alors, c'est ce qu'on appelle le destin prométhéen, voilà une métaphore célèbre, qui désigne finalement la technique comme un enchaînement tragique, c'est-à-dire qu'une fois que les hommes sont lancés dans l'histoire de la technique, il est impossible de revenir en arrière. C'est par exemple, vous savez, l'image finale du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, qui retrace entre autres choses, les débuts de l'humanité et la fin de l'humanité, ou plutôt les prémices de l'humanité, avant l'humanité, hein. Et en fait, dans le montage du film, on voit à la toute fin donc une bande de singes dans une planète inconnue, qui est en fait voilà la Terre, quoi, hein. Et au milieu d'eux tombe en fait un objet technique, une dalle en granit noir, les singes l'entourent, et en fait assez vite, il y en a un qui voilà, inspiré en fait par cette espèce de prodige technique, s'empare d'un os, je crois, et se met en fait à fracasser le crâne d'un de ses camarades, hein. Donc voilà, enfin avec l'idée finalement que la technique, à partir du moment où on entre dans la technique, voilà, il y a une fatalité qui fait que voilà, la technique devient un cycle de violence sur la nature et sur nos semblables, hein. Eh bien, c'est cette idée-là qui fait que, je sais pas, on peut se dire, oui, en fait, il y a un progrès technique face auquel, finalement, on peut pas s'opposer véritablement. C'est-à-dire que même si, par exemple, euh, oui, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pardon, les inventions techniques, en fait, s'enchaînent nécessairement comme une suite, enfin, mécanique, finalement, hein, et l'homme n'y peut pas grand-chose en fait, hein. Et c'est-à-dire, je sais pas, pour citer un exemple totalement contemporain, vous savez qu'aujourd'hui,
On a réussi à isoler tout un tas de séquences génétiques et que avec la technologie génétique contemporaine, on a appris à découper en fait ces séquences génétiques et à éventuellement les coller sur un autre code génétique, cette fameuse découverte qui a valu d'ailleurs un prix Nobel à une Française, hein, la découverte du CRISPR-Cas9, c'est-à-dire le ciseau génétique. Bon. Alors, grâce à cette technologie, en fait, on peut imaginer de demain introduire une partie de code génétique d'un animal sur un autre, hein. Et en fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. On a, il y a quelques mois, des chercheurs chinois ont publié des photos d'un rat équipé d'une oreille humaine sur son dos, hein. Mais en fait, voilà, on sait le faire aujourd'hui, donc on se dit bon, en fait, on peut toujours faire des lois pour dire que c'est pas bien, qu'il faut pas, que, je sais pas, c'est important, là, bien sûr, la déontologie en matière de recherche génétique, mais en fait, du moment que c'est possible, il y a toujours un endroit où ça se fera, même si on considère que, par exemple, le clonage humain est une horreur, qu'il faut pas le faire, etc. Ben, en fait, il est à peu près certain que ça se fera un jour ou l'autre, du moment qu'en fait les technologies sont ce qu'elles sont, en fait, on en viendra à le faire, même si on s'oppose moralement, même si on fait des lois de bioéthique, etc. Il y a un endroit de la Terre où on le fera. Donc voilà, on peut avoir l'impression que la technique constitue un destin, c'est-à-dire que voilà, c'est un train qui est lancé, on peut pas l'arrêter, on peut pas se mettre en travers de la voie pour dire non, on arrête tout, c'est horrible, l'ingénierie génétique, en fait, on va faire des monstruosités. Bon, non, en fait, c'est impossible. Euh, donc voilà, c'est ce concept de destin prométhéen, c'est-à-dire qui présente en fait le destin technique de l'humanité sous un jour tragique. Euh, et puis voilà, pour terminer sur ce point, j'emprunterai, enfin, je citerai ici un concept très intéressant que l'on doit à Günther Anders, la honte prométhéenne. Günther Anders, c'est un philosophe allemand émigré aux États-Unis comme Hannah Arendt. D'ailleurs, ça a été le mari d'Hannah Arendt à une époque. Donc après, alors il est arrivé aux États-Unis, je crois, avant la Seconde Guerre mondiale, ou alors dans les parages de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas exactement. Et en fait, ça a été un des philosophes enfin, parmi les premiers à réfléchir en fait à la technologie atomique, à l'arme atomique, et à s'émouvoir, enfin à s'alarmer en fait, hein, de l'apparition de ces technologies. Et il forge ce concept de honte prométhéenne. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment complètement technophobe, hein, qui est vraiment très vigoureusement opposé à la technique, et il forge ce concept de honte prométhéenne en faisant remarquer que finalement, un jour ou l'autre, les hommes parviendront à produire des techniques qui accompliront des gestes et des actions dont les hommes finiront par devenir incapables, hein. Alors c'est déjà partiellement le cas de son temps, de son époque. Enfin, je veux dire quelque part, c'est même un peu la raison d'être de la technique, quoi. Produire des gestes que voilà, nous ne savons pas faire habilement, ou que nous ne savons pas faire efficacement, ou que nous ne savons pas faire sans fatigue. Bon. Et, aujourd'hui, bon, à plus forte raison, son concept est encore plus pertinent. Je veux dire, un ordinateur, n'importe lequel, est capable de faire des milliers d'opérations dont le plus habile mathématicien serait incapable, enfin peut-être pas incapable, mais disons, oui. Donc la honte prométhéenne, c'est le fait que les objets techniques finissent ou finiront par produire des performances dont les hommes seront absolument incapables. Et même Günther Anders a la crainte, la terreur même que les hommes finissent en fait par régresser énormément à cause de l'usage des techniques, hein, et que les hommes pardon, se retrouvent à déléguer de plus en plus de tâches à des machines, des tâches même s'avère de plus en plus incapable. Et à l'heure actuelle, bon, effectivement, sa préoccupation, sa interrogation est plus pertinente que jamais, hein, à l'heure où effectivement les technologies numériques aujourd'hui nous dispensent de savoir, nous dispensent de nous souvenir, nous dispensent d'apprendre l'orthographe, etc. Et finalement, tout cela, ce sont des tas de choses qui disparaissent, qui peuvent disparaître très vite faute d'entraînement, hein. C'est-à-dire que nos capacités intellectuelles, on peut se demander si, bon, à un moment ou à un autre, elles ne vont pas tout simplement régresser du fait de l'usage des machines. C'est-à-dire qu'il y a une naïveté à croire que automatiquement les machines en fait accroissent l'intelligence humaine. C'est le credo de tous ceux qui vendent des réformes pédagogiques à l'éducation nationale en disant oui, formidable, on va utiliser des ordinateurs dans tous les sens, comme si en fait la simple présence de l'ordinateur nous rendait les hommes plus intelligents. Alors je dis qu'il y a là une ambiguïté, voire une malhonnêteté consciente, dans la mesure où, bien sûr,
La fabrication de l'ordinateur nécessite et mobilise des trésors d'intelligence, et c'est peut-être l'un des objets qui, parmi tous les objets humains, concentre le maximum d'intelligence théorique. Hein. Au sens où, pour sa fabrication, il a fallu des travaux scientifiques et technologiques extrêmement poussés, extrêmement avancés, peut-être plus que n'importe quel autre objet humain. Hein. Soit. Mais en même temps, le fait de posséder, d'utiliser un ordinateur ne me rend pas plus intelligent. Moi qui l'utilise, je ne mets aucune part aux montagnes de prodiges d'intelligence qui ont été nécessaires à sa construction. Et j'ajouterais même que les ordinateurs, de toute façon, sont conçus de toute façon pour des gens qui ne savent pas les utiliser, comme moi. Enfin, c'est-à-dire qu'un ordinateur est conçu en fait pour des gens qui ne sont pas spécialistes d'informatique, hein, qui ne connaissent pas l'informatique et qui, par conséquent, n'ont pas besoin de savoir, n'ont pas besoin de connaître pour les utiliser. Hein. J'ajouterais que c'est même là, ici, quelque chose qui caractérise, c'est-à-dire que euh, c'est la mécanique en fait, hein, l'informatique représente ici une technologie qui est illisible et qui est par définition, enfin oui par définition incompréhensible, je veux dire incompréhensible au commun des mortels. Le moteur d'une voiture, la mécanique, bon, nécessite bien sûr un peu d'intelligence et de savoir technique pour comprendre comment ça marche. Mais il y a une différence avec l'informatique, c'est que tous les éléments sont visibles. Et que, en fait, avec un minimum de pratique, finalement, on peut assez intuitivement comprendre comment fonctionne un moteur thermique. Hein. Ou bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a des moteurs thermiques extrêmement compliqués. Oui, oui, non, bien sûr, je suis d'accord. Mais disons, pour le cas général, en fait, les principes de fonctionnement d'un moteur thermique sont plutôt simples à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour cela. Bien. Si en revanche on considère n'importe quelle machine informatique, eh bien là, il y a deux grandes différences. C'est que d'abord, on ne peut pas l'ouvrir. Hein. Enfin, les ordinateurs qu'on peut ouvrir maintenant, il y en a presque plus, je crois. Enfin, c'est plus du tout ce qu'on produit. Hein. Bon, pour des raisons de secret industriel, bien sûr, mais aussi tout simplement parce que, en fait, par définition, les technologies informatiques reposent en fait sur l'électricité. L'électricité, c'est pas un phénomène visible. Le mouvement, c'est un phénomène visible. L'électricité, c'est pas un phénomène visible. Donc, en fait, le fonctionnement d'une carte mère ou même le fonctionnement d'une puce, je veux dire, je peux toujours regarder une puce comme ça sous tous les angles, même avec un tournevis la défoncer, la démonter. En fait, je comprendrais pas du tout comment ça m'aidera pas du tout à en comprendre le fonctionnement. Et même le fait de démonter compromettra son usage, alors que le fait de démonter une mécanique, au contraire, n'interdira pas qu'elle continue de fonctionner après. Donc, en fait, les technologies numériques ont accéléré ce que Anders appelle donc la honte prométhéenne, c'est-à-dire notre impuissance finalement face à la technique, et maintenant notre incompréhension face à la technique. Voilà, je vous laisse sur cela. À partir de maintenant, en fait, vous allez basculer sur les vidéos que j'avais tournées donc au mois de mars, hein, où il est question de collapsologie, entre autres choses. Voilà, portez bien et à bientôt.